4 mois avant la tenue de la prochaine élection présidentielle, de nombreux citoyens, partis politiques et membres de la société civile mettent encore en doute l'indépendance de la CENI. La présence de fonctionnaires dans les démembrements de cette commission en est la cause principale. Quatre personnes ont été arrêtées suite à l'intervention des agents des forces de l'ordre au cours de la manifestation tenue par les étudiants de l'école supérieure de Polytechnique de Voudvourne ce matin. Des blessés ont également été notés. Prestation de serment en Turquie, Erdogan verra son mandat officiellement renouvelé. La réforme constitutionnelle élargissant les pouvoirs du président entre en vigueur. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Coup de TV. À la une, 4 mois avant la tenue de la prochaine élection présidentielle, de nombreux citoyens, partis politiques et membres de la société civile mettent encore en doute l'indépendance de la CENI. La présence de fonctionnaires dans les démembrements de cette commission en est la cause principale. Reportage de André Arson. Lors de l'investigation menée par les journalistes de Cool TV FM, ces journalistes ont rapporté la structure actuelle de la Commission électorale nationale indépendante. Des fonctionnaires de cadre A, issus de la fonction publique, doivent être placés au niveau du comité électoral régional, comme le stipule le règlement intérieur de la CENI. Ces fonctionnaires sont en charge de l'aspect technique et perçoivent un salaire mensuel. Il en est de même pour les chefs d'antenne placés au niveau de chaque district. Une fois cette structure mise en place, les présidents du comité électoral provincial, du comité électoral de district, du comité électoral régional ne sont plus que de simples exécuteurs, puisque ce sont ces fonctionnaires de cadre A qui seront en charge de la gestion des travaux. Les présidents issus de la société civile s'occuperont uniquement des signatures à faire. Outre cela, les autres membres des démembrements de la CENI, à l'exemple des agents électoraux du Comité national de recensement électoral, se plaignent de la rémunération par session qui leur est accordée. Une rémunération qui n'a pas été clairement définie, car la session de la révision annuelle de la liste électorale du 1er décembre au 15 avril dernier a été fixée comme constituant une session. De plus, cette rémunération n'est pas perçue dans les temps. Au plus tôt, ces agents reçoivent leur paiement 6 mois après les travaux. Si les membres des démembrements de la CENI grèvent pour réclamer leur dû, c'est les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui prennent le relais pour effectuer le reste du travail. L'application d'un éclatement des bureaux de vote, avec près de 700 électeurs par bureau de vote, et la création de nouveaux bureaux de vote engendre également certaines craintes. Le principal problème à ce sujet, c'est que dans certains Fouktan, il n'y a parfois pas plus d'une dizaine de personnes sachant lire et écrire, et pourtant la loi exige que chaque bureau de vote soit composé de 7 membres, dont 5 permanents et 2 remplaçants. Et pourtant, à cause de cet éclatement des bureaux de vote, le nombre de bureaux dans un Fouktan peut aller jusqu'à 6 ou 7. Dans ces conditions, les membres de ces bureaux de vote pourront-ils être complétés ? Et tout cela n'est qu'un extrait des craintes des citoyens malgaches concernant cette prochaine élection. C'est pour cela qu'une transparence de la Commission électorale nationale indépendante est capitale afin de pouvoir mettre en place une élection consensuelle et éviter ainsi une nouvelle crise politique. Et concernant la prochaine élection présidentielle, des acteurs sociopolitiques ont des doutes sur la transparence de la HCC, notamment en matière de publication des résultats de cette élection. Cette institution devrait se conformer aux termes de la loi fondamentale, d'après la société civile. Reportage de Miantarin Genève. De nombreuses situations ont rendu la population perplexe sur les travaux de la Haute Cour constitutionnelle, à l'exemple du résultat de la requête en déchéance déposée contre le chef d'État auprès de cette institution, ou encore de la requête en déchéance contre les députés qui ont retourné leur veste. Des problèmes concernant les hauts fonctionnaires de l'État qui n'ont pas effectué de déclaration de patrimoine, concernant les pactes de responsabilité non respectés, ou concernant l'accord politique dont l'existence n'a toujours pas été confirmée. Marina tokoa fa tao anatin'izay fotoana maromaro vitsivitsy zay
Il est vrai que ces derniers temps, la HCC a publié de nombreuses décisions, prenant par exemple le pacte de responsabilité, un pacte dont l'application est restée sans suite. Il est donc normal que la population ait des doutes sur cette institution. D'autre part, la HCC prend en charge des rôles qui ne sont pas les siens, et pourtant, en tant qu'institution en charge de l'application de la Constitution et de la garantie du respect de cette loi fondamentale, elle devrait s'en tenir à cette tâche. Pour les membres du KMF CNOE, le respect de la loi est le seul moyen d'instaurer la sérénité au sein du pays. La Haute Cour constitutionnelle ne devrait pas trahir la confiance du peuple malgache. Nous incitons la HCC à surtout à montrer au peuple malgache qu'on peut leur faire confiance, qu'ils respectent toutes les lois sans distinction, parce que nous sommes tous des citoyens régis par les mêmes lois, alors que ces lois soient respectées aussi bien dans leur application vis-à-vis des responsables, des dirigeants, que pour les citoyens. Les rôles de la HCC sont disposés dans l'article 116 de la Constitution. Jusqu'ici, beaucoup sont insatisfaits du respect de la loi à Madagascar. Le peuple attend de la prochaine élection qu'elle soit transparente afin de mettre un terme à cette crise politique. Mais également, dans l'actualité de ce jour, Imam Patrick a reçu aujourd'hui une distinction honorifique au ministère des Affaires étrangères après avoir occupé 4 ans le poste de représentant permanent de la FMI à Madagascar. La Grande Île a encore des efforts considérables à faire en matière de progrès, malgré les avancements notés. Reportage. D'après cet ancien représentant permanent du Fonds monétaire international, 4 points se sont démarqués concernant la Grande Île durant ces 4 ans de fonction à Madagascar. La première chose, c'est qu'ils ont commencé à augmenter les recettes. D'accord. À la douane et à l'impôt, on a vu vraiment une augmentation significative des recettes. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. L'autre chose qui était très positive, c'est que la qualité des dépenses s'est améliorée. Donc on donne moins de subsides aux pétroliers, ou on ne donne pas de subsides aux pétroliers du tout, et on dépense plus dans l'éducation et la santé. La troisième chose qu'on a fait, c'est de commencer, et je dis vraiment de commencer seulement, à améliorer la gouvernance. En général, les résultats des travaux effectués à Madagascar sont satisfaisants. Les choses vont dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup qui reste à faire, mais on a posé les bases pour une stabilité macroéconomique accrue et une croissance économique accrue. Maintenant, ce qui est important dans les 4-5 années à venir, c'est de faire en sorte que le petit peuple bénéficie de la croissance économique. Donc ça, c'est un résumé. Pour rappel, une mission du FMI se tiendra à Madagascar le 11 juillet prochain, une mission en rapport avec la facilité élargie de crédit. Aujourd'hui, une distinction honorifique a été décernée à Patrick Imam au ministère des Affaires étrangères après qu'il ait achevé sa tâche à Madagascar. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, 4 personnes ont été arrêtées suite à l'intervention des agents des forces de l'ordre au cours de la manifestation tenue par les étudiants de l'école supérieure de Polytechnique de Woudvourne ce matin. Des blessés ont également été notés. Il s'agissait d'une manifestation due à un problème d'encadrement des étudiants, d'après les explications du président des étudiants. Reportage de Michael Ramorla. À partir de 8 h du matin, les étudiants ont commencé à poser des barrages depuis Alakamis Fenoarive jusqu'au Cure Woudvourne. Près de 20 barrages ont été mis en place par ces étudiants, en plus des roues brûlées. Des jets de bombes lacrymogènes contre les étudiants ont commencé depuis le portail de l'école supérieure de Polytechnique.
4 personnes ont été arrêtées et en plus d'avoir été brutalisées par les agents des forces de l'ordre. L'arrivée des responsables au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur place n'a pas résolu pour autant le problème des étudiants. Après un dialogue entre le président des étudiants et les agents des forces de l'ordre, les étudiants arrêtés ont été relâchés. D'après les explications reçues, c'est un problème au niveau de l'encadrement des étudiants polytechniques qui est à l'origine de la manifestation et des barrages mis en place par ces étudiants. Aujourd'hui, nous faisons la grève parce que le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé que seuls les enseignants détenant un statut de maître de conférence peuvent encadrer les étudiants. Et pourtant, à la Polytechnique, c'est chose rare. Dans un département, par exemple, s'il y a 4 maîtres de conférence, comme chaque enseignant ne peut encadrer que 4 étudiants à la fois, s'il y a 40 étudiants dans un département, il y aura donc 24 étudiants qui ne pourront pas être encadrés et devront attendre l'année prochaine. Ils auront alors perdu une année. C'est inacceptable, nous demandons aux responsables de trouver une solution. Outre cela, les ingénieurs spécialistes ne peuvent plus enseigner des étudiants en master, alors que la plupart des enseignants à ce niveau sont justement des ingénieurs spécialistes. Nous ne mettrons un terme à cette manifestation que lorsque nos problèmes seront résolus. Ce matin, l'altercation entre les étudiants et les agents des forces de l'ordre a duré plus de 5 heures. Après le jet de bombes lacrymogènes contre les enseignants jeudi dernier, aujourd'hui, c'est au tour des étudiants de subir le même sort. Et avant de passer aux actualités internationales, la population a été étonnée d'apprendre la semaine dernière que des responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo et du ministère de l'Éducation nationale ont vendu le CEG d'Analamaïns. Face à cette situation, le premier adjoint au maire de la CUA a déclaré que cette propriété n'a pas été vendue. Toutefois, elle appartient à un simple citoyen, annonçant par la même occasion que le propriétaire doit construire un nouvel établissement ailleurs avant de pouvoir récupérer son terrain. D'après les explications des responsables de cet établissement, les responsables au niveau du ministère sont descendus sur place et ont annoncé que ce CEG allait être transféré ailleurs, une situation qui soulève de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Et place maintenant aux actualités internationales. Prestation de serment en Turquie. Erdogan verra son mandat officiellement renouvelé. La réforme constitutionnelle élargissant les pouvoirs du président entre en vigueur. Reportage de France 24.
Une cérémonie hors norme pour un président Erdogan qui doit prêter serment au Parlement cet après-midi. Alors ce nouveau mandat présidentiel devrait conduire le leader turc à la tête du pays jusqu'en 2023, année du centenaire de la République turque. Alors ce nouveau mandat voit les prérogatives présidentielles fortement renforcées. Grâce au changement constitutionnel de 2017, fini le rôle du Premier ministre. Le président rassemble aujourd'hui l'ensemble des pouvoirs exécutifs. Il peut désormais établir le budget, promulguer des décrets, nommer directement des hauts fonctionnaires. À lui seul revient également le choix de ses ministres. Et vous l'avez dit, après une cérémonie officielle, on devrait connaître dans la soirée le nom et le visage des 16 ministres qui composeront le futur cabinet présidentiel. L'après-élection pour annoncer une nouvelle purge massive, on l'a appris ce week-end, plus de 18 600 personnes ont été renvoyées, parmi elles 9 000 policiers, 6 000 soldats de tous les corps d'armée, mais aussi des fonctionnaires des ministères turcs, ainsi que près de 200 universitaires. Tous doivent quitter leur emploi sans dédommagement. Ils sont désormais interdits de travailler dans le secteur public et ont vu leur passeport suspendu. Alors, selon la presse turque, il s'agirait là du dernier décret annoncé sous l'état d'urgence. L'état d'urgence instauré, je vous le rappelle, quelques jours après la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Eh bien, cet état d'urgence pourrait être levé aujourd'hui, comme l'avait annoncé Erdogan lors de la fin de sa campagne électorale. Et Macron convoque aujourd'hui les parlementaires au congrès de Versailles. Il lance la deuxième année de son mandat sous les critiques. Reportage de France 24. Mesdames et messieurs les sénateurs. Emmanuel Macron s'est déjà prêté à l'exercice l'année dernière. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le président de la République peut s'adresser directement au Congrès, mais les parlementaires ne peuvent ni débattre en sa présence, ni voter. Un exercice onéreux, évalué environ à 286 000 € que certains parlementaires LR et l'ensemble des élus de la France insoumise ont décidé de boycotter. Si le président de la République vient parler devant les représentants du peuple français, je n'accepte pas l'idée qu'une fois qu'il a terminé son discours, il range ses affaires et il s'en va. D'un point de vue symbolique, ça sous-entend qu'il est donc le monarque, c'est un héritage du discours du roi, ou je ne sais trop quelle tradition qui n'est pas républicaine. S'il vient, il doit souffrir du fait qu'il écoute son opposition et même l'ensemble des groupes parlementaires. Emmanuel Macron entend faire de ce discours devant le Congrès à Versailles un rituel annuel. Objectif, tracer les grandes lignes de son action pour les 12 prochains mois. L'occasion aussi de tenter de reconquérir l'opinion alors qu'il est à la peine dans les sondages. Le président de la République, en s'adressant à la représentation nationale et donc aux Français, explique comment est-ce que pendant cette deuxième année du mandat, la France va s'organiser, continuer à se réformer pour garder sa place et conquérir de nouvelles places dans un monde troublé, dans une Europe un peu bousculée par les populismes. Dans ce contexte qu'est le Congrès, qui s'inspire un peu du discours de l'État de l'Union qu'on peut voir aux États-Unis, avec chaque année ce rendez-vous de transparence. Le discours devrait porter sur la politique d'aide sociale, mais aussi sur la réforme des retraites ou encore sur celle de l'audiovisuel. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. 4 mois avant la tenue de la prochaine élection présidentielle, de nombreux citoyens, partis politiques et membres de la société civile mettent encore en doute l'indépendance de la CENI. Et 4 personnes ont été arrêtées suite à l'intervention des agents des forces de l'ordre au cours de la manifestation tenue par les étudiants de l'école supérieure de Polytechnique de Voudvorna ce matin. Des blessés ont également été notés. Et prestation de serment en Turquie, Erdogan verra son mandat officiellement renouvelé. La réforme constitutionnelle élargissant les pouvoirs du président entre alors en vigueur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.